Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. L'Europe somme officiellement la France de revoir son budget. L'agence Standard & Poor's menace de baisser encore la note. Bruxelles affirme que le budget tel qu'il est présenté ne passera pas la barre. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le budget sera repoussé à Bruxelles? Ça veut dire surtout que François Hollande a présenté 2 fois de suite des budgets faux. Les prévisions n'ont pas été confirmées par l'exécution du budget et que bien évidemment chacun a compris qu'il n'était pas possible de faire confiance à une France gouvernée par François Hollande. La réalité, elle est simple, elle est douloureuse à entendre. C'est à la France de faire ses réformes. Personne ne réformera notre pays à notre place. Personne. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est placé dans une position humiliante. Que l'on soit obligé d'aller attendre que le professeur européen corrige la copie de la France, mon Dieu, ça n'est pas l'image de notre pays. Ça n'est pas ce à quoi on a été habitué. Moi qui viens en plus de la famille gaulliste, ça me fait encore plus mal qu'à d'autres. Mais il est vrai aussi, c'est que quels que soient les gouvernements demain, et notamment après 2017, ne l'oublions pas, notre salut ne viendra pas des autres. C'est à nous d'engager les réformes de structure pour recréer de la croissance, parce que c'est ça l'enjeu essentiel, et de retrouver la maîtrise de notre destin. Je ne veux pas d'une France qui tende la main pour qu'on aille lui donner soit un bon point, soit lui donner un feu vert, soit lui donner des crédits. Je veux d'une France qui retrouve la voie de son destin elle-même. Alors, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2012, les socialistes avaient dit qu'ils redresseraient la situation. 2 ans et demi après, on voit que ce n'est pas le cas. Nous lisons aujourd'hui sur le journal du dimanche, à la une, M. Emmanuel Macron, qui est donc notre nouveau ministre de l'économie, qui dit 6 mois pour inverser la courbe du doute. Vous y croyez? Bien sûr que non, hélas. Mais Hélas, parce que dans cette interview... Les socialistes n'ont pas fait pour que ça aille pas si bien que ça en France aujourd'hui. J'ose pas dire pour que ça aille mal, parce que j'attends de voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui leur a manqué jusqu'ici aux socialistes? Il leur a manqué ce qui a manqué à toute la classe politique, sans exception depuis 3 ans. La lucidité, depuis 30 ans, pardon, depuis 30 ans. Pas 3 ans seulement. C'est toujours facile de dire tout est de la faute des socialistes. C'est vrai qu'ils ont aggravé la situation. Mais tout n'est pas de la faute seulement d'un gouvernement. C'est depuis 30 ans. Il a manqué la lucidité, la vérité et le courage. La lucidité parce que les politiques ont toujours pensé qu'on pouvait continuer comme avant, les recettes d'avant. Par exemple, François Hollande s'est dit, avant moi, pendant 30 ans, on a augmenté les impôts. Alors je vais augmenter les impôts encore. Alors que vraiment le verre était rempli à ras-bord et que la goutte, qui était une goutte de 50 milliards d'euros quand même, d'impôts en plus, a fait déborder les choses. Et qu'aujourd'hui, on est à 2 doigts d'une révolte fiscale. Les Français n'en peuvent plus. On leur dit, vos impôts vont baisser un jour. Mais en attendant, le gasoil va prendre 4 centimes d'euros en début d'année. Et on parle même maintenant de taxer les tablettes et les smartphones. Mais les gens n'en peuvent plus. Deuxième sujet, la vérité. François Hollande avait dit, sortez Nicolas Sarkozy et tout ira mieux ensuite. Nicolas Sarkozy est parti et les choses se sont empirées. Ont empiré, elles sont devenues pires encore. Et après, le courage. Chacun sait bien que si l'on veut réellement relancer notre pays, il n'y a pas 36 solutions. Il faut à la fois engager des réformes de structure, parce que quand vous réformez, par exemple, les retraites, quand justement vous diminuez les déficits des retraites, vous donnez la garantie que vous pourrez payer toutes les retraites. Quand vous décidez de recréer des emplois, vous n'avez plus aujourd'hui cette inquiétude lancinante, est-ce que les enfants vont partir à l'étranger ou est-ce qu'ils vont rester pour réussir dans notre pays? Voilà ce qu'il faut faire. Il aura manqué la lucidité, la vérité et le courage. Alors voilà on va parler en détail la situation économique grave et la situation politique catastrophique. On va parler en détail de tout cela, mais est-ce que vous voyez un virage? Emmanuel Macron, effectivement, parle de 6 mois pour inverser la courbe. Manuel Valls voyage. On l'a déjà entendu, ça. Hein. C'était normalement la courbe du chômage. Monsieur Sapin, avec beaucoup de zèle, reprenait la promesse, encore une fois perdue, de François Hollande. Écoutez, leur fameux délai, donnez-nous du temps et on verra plus tard, demain ou après-demain, on rasera gratis. Ça suffit. Tous ces propos-là montrent combien nos élites ministérielles sont déconnectées de la réalité. Emmanuel Valls, qui voyage beaucoup, parle du French bashing. Il tente de rattraper ceux qui veulent quitter le pays pour des raisons fiscales. Il proclame que son gouvernement est pro-business. Est-ce que vous le créditez, lui, au moins dans le discours, d'un nouveau virage économique? Non. Mais il y a un point sur lequel je suis en phase.
Je n'aime pas le French bashing. J'aime mon pays. J'aime profondément mon pays. Il a le potentiel pour repartir, pour aller de l'avant. Et ça ne sert à rien de critiquer la France et les Français. Je suis un opposant. Je ne me réveille pas tous les matins en me demandant comment je peux critiquer le gouvernement quand il y a des points favorables. J'étais prêt d'ailleurs à m'engager plus encore sur la réforme territoriale, mais une vraie réforme, pas une demi-réforme. Pas une réforme dont on voit bien que la montagne va accoucher d'une souris. Hélas, je suis prêt à m'engager. Mais seulement, ça ne sert à rien de donner l'image à l'étranger que notre pays serait un pays perdu, un pays foutu. C'est pas le cas, c'est pas la France. La France est ce pays à la fois paradoxal, où on a le sentiment qu'il ne suffit pas de grand-chose pour qu'on s'effondre, mais c'est ce pays formidable où il ne faudrait pas grand-chose aussi pour qu'on reprenne confiance et qu'on redevienne le grand pays phare en Europe. Donc sur ce côté, le French bashing, je n'aime pas le French bashing. Mais pour le reste, je n'aime plus les discours creux. Je n'aime pas un Premier ministre qui cherche à jouer les durs et qui ne réforme pas. Un Premier ministre qui nous dit qu'on va aider l'entreprise et pour laquelle le fameux pacte de compétitivité, il n'est même pas encore en place complètement, depuis le temps qu'on en parle. La vie des affaires demande de la rapidité. Et la vie politique avance à la vitesse d'une tortue. Alors voilà le décalage. On a parlé cette semaine, M. Bertrand, de première divergence entre Manuel Valls et François Hollande sur le plan économique. Est-ce que c'est aussi votre impression? Vous avez l'impression qu'ils se partagent les rôles tous les deux? Je pense que Manuel Valls, maintenant, il est dans le coup d'après. Il est après la défaite de la gauche en 2017 et il pense à son avenir plus à l'avenir de la France. On voit aujourd'hui très clairement, c'est le jeu de rôle. Il pense à lui plus qu'à la France. D'ailleurs, on le voit bien, qu'il aille à l'étranger dire qu'on aime bien l'entreprise, il peut l'apprendre dans toutes les langues. Chacun regardera la réalité des choses. Et ça montre encore bien les choses, c'est que le quinquennat, qui a été la fausse bonne idée, qui a tout raccourci, fait que quelqu'un qui rentre à Matignon ou à l'Élysée n'a qu'une envie. C'est à l'Élysée d'y rester le plus longtemps possible et à Matignon d'aller forcément... Vous êtes pour le retour au septennat, personnellement? Oui, je suis au retour au septennat, mais attention, un septennat non renouvelable. Je pense que la réélection est devenue le poison de la Ve République pour l'élection présidentielle. Alors quand Juppé dit qu'il ferait qu'un seul mandat s'il était élu, ça vous convient? Enfin, je sais bien que c'est votre adversaire, à la primaire. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique, il y aura des concurrents. Des concurrents, alors si vous préférez le terme de concurrence, ce sera votre concurrent. Je ne joue pas sur les mots. C'est vrai qu'il dit toujours, si je deviens président de la République, je ne ferai qu'un quinquennat, qu'un mandat. Voilà. Alors je dis une chose à Alain Juppé. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, les grandes déclarations ou le changement de la Constitution? Je suis pour le changement de la Constitution. Parce que les grandes déclarations peuvent, comme bien souvent en politique, laisser la place à des petites trahisons et à des grandes déceptions. Alors plutôt que les grandes déclarations, changement de Constitution, je suis moi pour un changement constitutionnel en profondeur, où l'on garde l'assise, la logique de la Ve République, mais où vous avez à la fois un septennat non renouvelable, la baisse du nombre des parlementaires, un nombre de ministres fixé dans la Constitution pour qu'on en arrête avec ces gouvernements pléthoriques, 35, 40, ça ne ressemble qu'à la situation politique française là, et ça ne marche pas. Un recours au référendum beaucoup plus fréquent et surtout, un référendum d'initiative populaire qui soit un vrai référendum d'initiative populaire, où ce ne soit pas uniquement les élites politiques qui donnent la parole au peuple quand ça les arrange ou quand ils en ont envie. Non, c'est que les Français puissent se saisir eux-mêmes de la possibilité de légiférer ou d'interpeller le pouvoir. Les règles qui ont été faites aujourd'hui, 10% du corps électoral. Ah mais on voudrait que ça se pratique jamais, on n'aurait pas fait autrement. Voilà pourquoi il faut abaisser les planchers pour que les Français s'expriment. Il faut donner la parole aux Français. Et tout ça, c'est bien mieux que toutes les combinaisons politiques qu'on peut entendre. Alors j'entends aujourd'hui que beaucoup disent « le référendum, c'est génial ». Très bien. Mais alors dans ces cas-là, il faut des règles. Je suis pour le référendum. Beaucoup, pour l'instant, c'est Nicolas Sarkozy. Oh, pas seulement, beaucoup semblent y venir. Moi, je défends cette idée depuis longtemps, parce que l'analyse que j'ai pu faire, c'est que, à la fois, la société politique, elle est bloquée. Elle ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, les Français, du coup, sont dans l'abstention ou dans la contestation en votant pour les extrêmes, en votant plus clairement pour le Front National. Et la deuxième chose, c'est que vous avez cette crise de confiance qui est généralisée, mais d'un autre côté, vous voyez bien qu'il ne faudrait pas grand-chose pour modifier cette donne. Voilà pourquoi la réforme constitutionnelle, ça n'est pas la priorité, mais si vous faites des référendums, c'est soit pour toucher la Constitution, soit quand il y a un blocage manifeste dans le pays. Alors ce sont deux critères qui, à mon avis, donnent une cohérence
quand on parle du référendum. Là où la loi peut régler le problème, il faudra aussi que les parlementaires prennent leurs responsabilités. Alors, on va revenir tout à l'heure aux institutions, mais parlons un peu du programme. 3 des chefs de file de l'UMP, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, se sont prononcés en faveur de la suppression de l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. J'imagine que vous les rejoignez ? Mais où est la croissance dans leurs propositions ? Ce n'est pas une accumulation de mesures techniques qui fait un projet pour la France. J'entends parfois même des chiffres vertigineux. Les chiffres vertigineux, ce n'est pas ce qui fait un projet sérieux. J'ai l'impression qu'il y a de la part de ceux qu'on dit devant, aujourd'hui dans les sondages pour la primaire, l'idée qu'il ne faut pas en dire trop, il ne faudra pas en faire trop, ça suffira peut-être pour se faire élire. L'enjeu en 2017 n'est pas seulement de gagner, c'est de réussir à redresser notre pays et avoir la confiance des Français. Donc certains se protègent en disant le moins possible. J'ai entendu les propositions des uns et des autres, par exemple d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy aussi, notamment sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires, il faut avoir un projet pour les fonctionnaires. Mais il faut aussi savoir demander des économies à la fonction publique. Mais quand j'entends dire qu'il faudrait 1 jour de carence pour les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie, je ne comprends pas pourquoi Nicolas Sarkozy s'arrête en chemin. Dans le privé, c'est 3 jours de carence. Et dans le public, il veut mettre 1 jour. Non, la justice, c'est 3 jours dans le public et 3 jours dans le privé. Je ne comprends pas pourquoi on semble repartir aujourd'hui dans des demi-propositions. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Et les Français comprennent bien qu'il y a aujourd'hui une forme de troisième voie entre l'hyperlibéralisme et le conservatisme. Je crois qu'il faut cette troisième voie, il faut des idées nouvelles et il faut un vrai projet pour la croissance. Prenez notamment... Il y a toutes les questions aujourd'hui sur le contrôle des chômeurs. Est-ce qu'il faut mieux contrôler les chômeurs ? Oui, 3 fois oui. Et moi-même, je l'ai fait. On m'a accusé, certains syndicats, d'avoir procédé à la radiation de chômeurs qui ne recherchaient pas d'emploi. Je l'ai fait, j'ai utilisé les réglementations, les procédures. Je l'ai fait, on me l'a reproché, j'assume totalement. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Évidemment. Est-ce qu'il faut même revoir les règles d'indemnisation ? Évidemment. Mais tout ceci... Donc vous pensez que Manuel Valls a eu raison d'insister sur ce point ? Mais il ne va rien faire. Encore une fois, il ne va rien faire. Est-ce qu'il va engager la réforme de l'indemnisation chômage ? Je vous le dis clairement. Non. Et même s'il fait semblant, il ne se produira rien. Pourquoi ? Parce que M. Hollande ne veut pas fâcher, peut-être, les quelques électeurs qui pourraient encore se tourner vers lui. Et d'ailleurs, vous remarquerez que sur l'échiquier politique, il y a une grande muette. C'est Mme Le Pen sur cette question du contrôle des chômeurs et de l'indemnisation des chômeurs. D'ailleurs, on le voit bien avec les propos qu'elle a tenus encore aujourd'hui, jamais Marine Le Pen ne remettra en cause l'assistanat dans la société française. Marine Le Pen cherche à être un aspirateur à voix. Et que tous ceux qui aujourd'hui ont des statuts, tous ceux qui peuvent être dans l'assistanat et qui voudraient y rester, elle ne veut surtout pas les déranger parce qu'elle cherche leur voix. Madame Le Pen, malgré ses grandes déclarations, c'est quelqu'un qui laissera la France vivre avec l'assistanat. Et sur la loi, puis vous dites qu'il faut aller au bout des choses, sur la loi Taubira, les positions ne sont pas les mêmes à l'UMP. Ça va de Mariton à Sarkozy, en passant par Juppé, Fillon, avec toute une gamme de positions là-dessus. Alors si vous voulez la position de l'UMP, il faudra demander l'avis des adhérents de l'UMP. Je crois qu'à l'UMP, dans cette nouvelle UMP, dans cette nouvelle formation politique qui devra renaître après l'UMP, il nous faudra avoir de vraies consultations de nos adhérents, c'est-à-dire leur demander vraiment l'avis, et plutôt que ce soit les quelques leaders qui se partagent les caméras ou les micros, de demander aux adhérents « et vous en pensez quoi ?» Je crois que l'UMP doit davantage voter pas seulement sur les responsables du candidat à la présidentielle jusqu'aux délégués par circonscription, par arrondissement. Pour les candidats au régional, hors de question que ce soit Paris qui choisisse. Il faudra que ce soit les adhérents qui choisissent par leur vote la tête de liste. Mais sur les grandes options et sur les idées aussi. Et donc sur la question du mariage pour tous, c'est-à-dire de revenir sur la loi Taubira, ce que je propose, et moi je n'ai pas peur des mots. Quand vous dites revenir sur la réécriture abrogation, j'ai longtemps eu comme tout le monde. J'ai eu peur des mots, en me disant « si je dis ça, mon Dieu, ça va être catastrophique ». Mais qu'est-ce que vous dites ? Abrogation. Abrogation, c'est-à-dire que la loi Taubira, vous ne pouvez pas la garder. Donc prenez le dictionnaire des synonymes, il faut donc l'abroger. Derrière, il faudra réécrire une autre loi qui permettra de reconnaître aux couples homosexuels
l'union civile avec tous ses droits, comme pour le mariage, sauf la filiation. L'union des couples homosexuels, oui. La filiation, non. Voilà pourquoi on a des questions essentielles à se poser. Notre avenir, les questions éthiques sont essentielles. Mais autant je pense qu'il faudra aller très loin en matière de liberté économique. Il faudra aller loin aussi, bien loin, pour réformer notre modèle social si on veut garder l'essence du modèle social. Je pense que nous aurons aussi de nouvelles mesures à prendre pour remettre de l'ordre dans notre pays, pour rétablir l'autorité. Mais en même temps, il faut stabiliser la société française sur certains de ses piliers. Ne touchons pas à la fin de vie. Ne touchons plus à la famille et remettons aussi la famille sur ses bases, à savoir réécrire, abroger, j'utilise le mot abroger, la loi Taubira, parce que si les Français se sentent stables sur les piliers de la société, ils seront prêts à aller loin dans les réformes. Sur un autre sujet, l'écotaxe, donc Madame Ségolène Royal nous a annoncé sa suppression. Ça vous va ? L'écotaxe ne pouvait pas être gardée. Je comprends elle a eu raison. Les dossiers. J'ai appartenu à un gouvernement. Elle a eu raison, Ségolène Royal ? Je suis en ligne avec la décision qui a été prise par la ministre. Je suis en ligne. Je l'ai dit le jour même. Je l'avais dit également quand il y a eu la suspension. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Quand l'écotaxe est mise en place, elle a du sens. Mais quelques années après, avec une crise qui n'est toujours pas terminée, avec des transporteurs routiers qui ne voient pas le bout du tunnel et qui en plus ont une conjoncture économique terrible, qui ont une concurrence déloyale de qui ? Pas de la part des Indiens ou des Chinois, mais de la part d'un certain nombre de pays européens. Il faut donc revenir sur un certain nombre de règles qui leur permettent de nous faire une concurrence déloyale. Eh bien, l'écotaxe aujourd'hui, ça aurait été l'arrêt de mort du secteur du transport dans notre pays. Et je trouve que l'idée qui consiste à dire que les sociétés d'autoroutes peuvent participer au financement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Parce que là encore, on a décidé de privatiser. Je crois qu'on aurait dû regarder davantage les conséquences, pas à 1 an, mais à 5 ans, mais à 10 ans, mais à 15 ans, et que c'était plus une bonne affaire pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes que pour l'État. Il y a une chose qui manque dans le dispositif de Madame Royal, une chose qui manque. Comment peut-on faire participer, allez, je ne vais pas avoir peur des mots, comment peut-on taxer les camions étrangers, européens aussi, les transports internationaux qui traversent notre pays, qui justement posent des problèmes d'infrastructure, qui utilisent et qui parfois aussi usent nos infrastructures routières sans jamais contribuer en rien. Ça manque dans le dispositif de Ségolène Royal et ça, c'est l'un des sujets sur lesquels je travaille parce que je pense que des pays ont su trouver la solution. Nous devons nous aussi trouver cette solution. Donc l'arrêt de l'écotaxe, oui. Taxer les profits des sociétés d'autoroutes, j'y suis favorable, mais il manque quelque chose dans le dispositif, la façon dont on peut faire contribuer tout le monde, et notamment les transports routiers internationaux, à l'entretien et aussi au développement de nos infrastructures. Vous travaillez sur ces sujets, M. Bertrand, d'autres à l'UMP travaillent, mais enfin, il y a beaucoup de déclarations des uns et des autres. Est-ce qu'il ne serait pas temps que l'UMP sorte un programme clair, précis, avec des choses très claires sur l'immigration, sur les 35 heures, sur la loi Taubira, sur le contrôle du chômage et sur d'autres sujets ? La prochaine élection nationale, c'est la présidentielle, c'est au moment des primaires qu'il y aura non pas un concours de beauté entre candidats, mais aussi la rencontre d'un candidat avec un vrai projet et les Français. C'est-à-dire que ce sera aux électeurs de la droite et du centre de se prononcer pour savoir qui ils choisissent et pourquoi faire. Je le redis, ça ne suffira pas de gagner en 2017. Si on gagne en 2017 et qu'on donne le sentiment qu'on fera des bouts de réforme, eh bien moi je préfère porter un projet qui va au bout des réformes. Vous voyez, je préfère aller au bout des réformes que des bouts de réformes. Et ça, la primaire permettra de voir qui est sincère et qui est prêt à aller jusqu'au bout. Ça sera une différence fondamentale. Vous me demandez d'être clair. Je ne sais pas si sur l'ISF j'étais tout à l'heure, refonte de la fiscalité du patrimoine. Et on ne peut pas garder l'ISF. Sur les questions d'immigration, je ne sais pas si tout le monde sait bien que depuis le début de l'année, il y a 3000 malheureux qui sont morts en Méditerranée, au large des côtes de l'Europe. Qu'on peut très bien se dire à chaque fois quand il y a un drame à Lampedusa que ça ne peut pas durer. Il y a des criminels qui exploitent ces pauvres gens en leur disant qu'ils auront en Europe
l'Eldorado, soit un emploi, soit des prestations sociales. Mais il est criminel de notre part, de la part des Européens, de laisser penser ou de laisser croire qu'on peut continuer à leur dire de venir. Il n'y a plus d'emploi. Et nos prestations sociales, notre modèle social, nous ne pouvons plus le financer en l'état. C'est un Premier ministre socialiste, Michel Rocard, qui avait dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais elle doit en prendre sa part. » Cette deuxième partie est importante parce que la France le fait et nous ne pouvons plus, en Europe, donner des prestations sociales à tous ceux qui viennent sur notre territoire alors qu'ils n'ont pas d'emploi et pas de perspective d'emploi. Ce sujet-là, d'ailleurs, comme sur les questions d'immigration, il a transformé la société française depuis l'après-guerre. Il n'a jamais fait l'objet d'un débat public et politique. Cette question notamment des prestations sociales versées aux non-européens, les questions de nationalité, les questions de politique migratoire devront être tranchées par un référendum en demandant leur avis aux Français. Il n'y a que de cette façon que l'on se mettra au clair avec ces questions essentielles. Il n'y a que de cette façon que l'on réglera aussi les problèmes, je l'ai dit, de droit de la nationalité. Je suis pour un droit de la volonté, qu'on ne puisse pas devenir français par hasard si on n'en a pas vraiment envie, que l'on reverra aussi les règles de l'aide médicale d'État. On ne peut pas garder l'aide médicale d'État, mais plutôt que d'avoir des débats sulfureux, je préfère demander l'avis aux Français. Et pourquoi ? Parce qu'il faudra changer la Constitution. Mais si vous demandez des efforts à tous, nous garderons l'essence de notre modèle social. Est-ce que vous soutenez un candidat pour la présidence de l'UMP ? Donc l'élection a lieu le 29 novembre. Oh, j'ai bien l'intention de voter pour l'un des trois. Alors, mais j'aimerais bien que les trois me parlent de l'UMP. Ah, pour l'instant, ils parlent d'eux. Pour l'instant, ils parlent de leur projet pour les primaires, parce qu'on le voit bien, notamment pour Nicolas Sarkozy, nous avons bien compris qu'il est candidat aux primaires dès maintenant. Et comme son élection à la tête de l'UMP ne fait aucun doute, la seule question c'est le score de son élection, eh bien pour l'instant, l'UMP, la nouvelle UMP, l'organisation de l'UMP, tout ça c'est les grands absents du débat. Oui, il dit qu'il va tout changer, qu'il va changer le nom, qu'il va en faire un parti décentralisé. Renouveau et tout changer, oui, mais comment ? Vous savez, c'est un bon enseignement. Hein. Il faudra être complet, solide et sérieux pour parler de l'UMP. Et pour parler du projet pour la France, le moment venu, on ne se contentera plus des grandes déclarations. On ne se contentera plus des discours formidables. Non, non. Les gens, aujourd'hui, veulent du sérieux et du concret, mais ils veulent aussi un souffle et un avenir. J'attends ça. Et le fait que Gérald Darmanin, qui est l'un de vos proches, ait accepté d'être le porte-parole de M. Sarkozy pour sa campagne pour la présidence de l'UMP, ça vous a embêté ? J'ai encouragé Gérald à prendre cette responsabilité. Il a dit d'ailleurs qu'il allait vous soutenir ensuite en 2017. Je n'ai pas été surpris de cette déclaration parce que nous sommes en phase avec Gérald sur la vision, sur la pensée politique. Nous venons tous les deux aussi un courant de pensée qu'est le séguinisme. Philippe Séguin fait partie de mes références politiques, Gérald également. Et je pense que la façon dont on est construit politiquement donne aussi une idée de la solidité et du sérieux politique. C'est quelqu'un de formidable, Gérald Darmanin, et je dis même qu'à l'avenir, même si vous m'invitez ce matin, les quadras, les quinquas, les sexas, on les a beaucoup vus en politique. Et il est temps en politique, à l'UMP pour commencer, de mettre avant les trentenaires qui sont talentueux. Il est temps de mettre en avant des élus locaux. Il ne faut pas seulement se dire on a eu des formidables victoires aux élections municipales, mais tant que vous n'avez pas été parlementaire pendant 20 ans, on ne pensera pas à vous. Non, il est temps aussi de donner un coup, d'ouvrir les fenêtres et de donner de l'air à la vie politique, et ça passe à la fois par des trentenaires et à la fois par des élus locaux. Et Gérald Darmanin est le bon exemple de ces trentenaires élus locaux qui sont construits politiquement, qui ont des valeurs et qui ont de l'avenir. François Baroin, l'autre jour, interpellait ceux qui ont annoncé leur candidature aux primaires en demandant pour quelles raisons ils ne passaient pas par la case UMP. Vous n'avez pas eu envie de passer par la case UMP ? Je me suis posé cette question en novembre 2012, pour l'élection de novembre 2012 comme aujourd'hui, mais je veux être cohérent, je veux être sincère. Si j'ai en tête la primaire parce que je veux être candidat à l'élection présidentielle, pour conduire le redressement de mon pays, je ne vais pas faire croire que je vais penser matin, midi et soir à l'organisation de l'UMP. Je pense qu'il faut faire des choix. Et à partir du moment où je suis candidat à la primaire avant tout, je ne vais pas croire que je vais m'occuper en permanence de l'UMP. Je revendique cette cohérence.
Un mot sur deux livres qui ont fait ces jours-ci de manière inattendue de gros succès de librairie, le livre de Madame Trier-Villers et le livre de Monsieur Zemmour. Ce sont des symptômes pour vous? Mais alors, symptômes de quoi? Je serais bien en peine de le dire. Je ne suis pas critique littéraire, je ne suis pas commentateur. Pour ne rien vous cacher, j'avais pris le livre de Valérie Trier-Villers. Ce qui se passe, la vie privée des autres, ne m'intéresse absolument pas. Mais je me suis demandé si on ne pouvait pas mieux comprendre le profil psychologique, comprendre celui qui est aujourd'hui à l'Élysée. Et puis, en fin de compte, je n'ai pas eu envie d'ouvrir le livre. Et pour M. Zemmour, c'est le symptôme aussi, ou le symbole, de Français qui sont tentés de regarder en arrière, de regarder à un moment donné dans l'histoire ce qu'ont pu être de meilleurs moments qu'aujourd'hui, alors qu'il faut que les Français soient vraiment tournés vers l'avenir. Je ne suis pas surpris du succès d'Éric Zemmour, du succès de son livre, mais ça en dit long aussi sur une France qui est parfois tentée de regarder partout, sauf devant. Et il faut une France qui reprenne confiance en elle-même. Il faut dire quand même qu'en dehors des outrances de ce livre, Éric Zemmour s'en prend à la gauche, mais il s'en prend aussi à la droite. Par exemple, il dit que Nicolas Sarkozy n'a rien fait sur l'immigration. Vous êtes d'accord là-dessus? Écoutez, on a beaucoup promis. Si je vous dis aujourd'hui qu'il faut une nouvelle politique migratoire et qu'il faut même trancher ça par un référendum, c'est parce que j'ai conscience qu'on n'a pas répondu aux attentes. On n'a pas su adapter notre politique migratoire, comme on l'avait dit, et par rapport aux exigences. Est-ce que la France a les moyens de ces guerres? Elle est engagée actuellement sur 3 théâtres de guerre, hein, 2 en Afrique et puis 1 en Irak. Est-ce qu'elle en a les moyens? Je demande au président de la République, je demande au ministre de la Défense de s'engager concrètement à ce que notre budget militaire ne perde pas 1 euro. Et je vais vous dire les choses très franchement parce qu'il ne faut pas jouer ni sur les chiffres ni sur les mots. Aujourd'hui, les opérations extérieures, parce que notre pays est engagé sur plusieurs théâtres, je soutiens ces interventions extérieures, je les soutiens à chaque fois. Mais seulement ces opérations extérieures viennent de dépasser le 1 milliard d'euros. Et ces opérations extérieures, en plus, demandent des crédits en plus, pas des crédits à la place. Si le président de la République, si le ministre de la Défense, qui doit s'exprimer dans les heures qui viennent, n'apporte pas confirmation que les opérations supplémentaires feront l'objet de crédits supplémentaires, la France va être obligée de baisser son niveau de défense. On ne pourra pas intervenir sur tous les théâtres si on n'augmente pas les moyens. Ce que je vous dis peut sembler élémentaire dans tous les domaines de la vie, d'un budget familial, mais c'est vrai aussi pour le budget de l'État et pour le budget de la défense. Que nous soyons engagés par des frappes en Irak, je soutiens ces opérations. Je pense même d'ailleurs que nous serons amenés à intervenir sur d'autres théâtres, en Syrie, notamment sur la question de la Syrie. Mais à quoi ça sert de faire des frappes contre l'organisation de l'État islamique comme on le fait actuellement, puisque de toute façon la ville kurde de Kobané est en train de tomber. On a l'impression qu'on fait semblant de faire des frappes, mais finalement on est en train de laisser tomber les Kurdes. On ne fait pas semblant de faire des frappes, on frappe, mais il est évident que s'il n'y avait pas ces frappes, l'État islamique progresserait sans aucune résistance, avec plus de facilité encore. S'il n'y a pas les frappes, il se développe et il s'installe, ce qui est la pire des choses, parce que ces gens-là veulent nous détruire. Alors il faut les détruire. Maintenant, il faut aussi qu'au niveau international, tout le monde s'engage vraiment, qu'il n'y ait aucune ambiguïté de la part de qui que ce soit, et que le gouvernement turc s'engage à fond également dans ce combat. Parce que c'est ça qui est important. Il ne faut plus qu'il y ait d'arrière-pensée. Le combat qui est mené aujourd'hui sont sur des intolérants, des fanatiques qui veulent notre destruction. Alors il faut les détruire, c'est eux ou nous. Et la France doit également frapper en Syrie. Nous ne pourrons pas faire autrement si nous ne voulons pas, d'une façon ou d'une autre, leur permettre de se développer autant qu'ils le voudraient. Sur toutes ces questions-là, on le voit bien. Est-ce que les frappes pourront tout régler? Non. Est-ce que les frappes sont utiles? Oui. Mais d'ailleurs, c'est la question aussi à un moment donné, comment cette coalition peut intervenir. Mais attention, la lutte contre le djihadisme, elle se fait là-bas, mais elle se fait aussi sur notre territoire. Alors précisément, comment on fait en Europe avec le retour des djihadistes? Le phénomène devient de plus en plus inquiétant. Est-ce qu'on a pris la mesure de ce phénomène? Prendre la mesure du phénomène, certainement. Prendre la mesure juridique, législative, pas encore.
Mais ce que je vais dire est très dur. Ceux qui reviennent après avoir été faire le djihad sont des ennemis de l'intérieur. Et pour eux, il faut une présomption de culpabilité et il faut une justice d'exception. C'est eux ou nous. Et sur tous ces sujets-là, pas de naïveté. Je sais bien que nos services font un travail qui est un travail important, un travail reconnu, mais ils ne pourront pas suivre, filer, observer, surveiller tous ceux qui sont revenus. Voilà pourquoi on a rendu plus compliquées les conditions du départ. Mais c'est sur le retour aujourd'hui qu'il faut agir, de façon beaucoup plus ferme, beaucoup plus forte, beaucoup plus dure. Et l'exemple à suivre en Europe, c'est l'exemple anglais, M. Cameron. Il n'a pas eu peur d'aller dans cette direction. Il faut rendre le retour en liberté impossible. Impossible. Xavier Bertrand, député maire de Saint-Quentin et candidat à la primaire à droite pour la présidentielle de 2017. Merci d'avoir été l'invité du grand entretien.